En juin 2025, l'Afrique raccourcit brutalement le trajet de son argent. En quelques lignes de code, 19 pays font disparaître près de 30% de frais et compressent 5 jours d'attente en quelques secondes sans annonce spectaculaire. Que signifie, pour ceux qui observent, Ibrahim Traoré, la possibilité de déplacer une valeur sans demander l'aval d'un centre extérieur? Peut-être l'esquisse silencieuse d'un système financier qui cesse de graviter autour d'une seule orbite et commence à redéfinir les rapports de pouvoir économique. La promesse de cette séquence est simple et exigeante. Comprendre pourquoi un ajustement technique apparemment discret peut modifier durablement les rapports de pouvoir économique. Pour le spectateur, le bénéfice est clair, saisir rapidement ce qui change concrètement et pourquoi cela compte maintenant. Il ne s'agit ni d'un manifeste idéologique, ni d'une proclamation politique, mais d'un mécanisme mesurable qui agit directement sur les coûts, le temps et la capacité de décision. Depuis des décennies, les paiements africains reposent sur une architecture héritée, rarement remise en cause, mais profondément structurante. Lorsque cette architecture commence à se fissurer, les effets dépassent largement la sphère comptable. Des marges se déplacent, des délais disparaissent, des dépendances deviennent visibles. L'enjeu n'est pas de célébrer une rupture spectaculaire, mais d'évaluer une transformation progressive qui s'installe par l'usage. Comprendre cette bascule permet de distinguer un simple gain d'efficacité d'un changement structurel. La suite examine donc les faits, les séquences et les effets observables sans extrapolation hâtive. Une question guide l'analyse. Comment une infrastructure financière redéfinit-elle le champ des possibles économiques? En 2025, 19 pays africains réduisent silencieusement les coûts de transaction d'environ 30%, tandis que des délais de règlement de 5 jours se contractent en quelques secondes. Ce basculement, mesurable mais discret, marque l'entrée en fonction d'une infrastructure qui conserve désormais une partie des flux monétaires à l'intérieur du continent. Pendant près de 8 décennies, les paiements transfrontaliers africains ont suivi un itinéraire indirect. Une conversion en devises extérieures, un passage par des serveurs hors du continent, puis un retour vers l'Afrique, grevé de commissions et de délais. Cette architecture n'était pas accidentelle. Elle héritait de l'après-guerre et organisait une dépendance devenue routinière. Longtemps perçue comme neutre, cette visibilité extérieure constituait en réalité un levier de pouvoir rarement interrogé. Les crises récentes ont exposé ses limites. La pandémie a allongé les délais. La guerre en Ukraine a accentué la volatilité. Des marges entières se sont dissoutes dans l'attente. Ce qui relevait autrefois de la théorie est devenu un problème opérationnel quotidien. Dans ce contexte, l'urgence n'était plus idéologique mais fonctionnelle. C'est alors qu'émerge un réseau de paiement panafricain capable d'assurer une compensation locale. Les conversions deviennent internes. Les banques centrales assument l'intermédiation complète. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour se traduire en opérations vérifiables, transaction après transaction. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette évolution n'incarne pas une rupture spectaculaire avec le système mondial. Elle représente plutôt la correction d'un déséquilibre ancien. L'objectif n'est pas l'isolement financier, mais la réduction d'une dépendance devenue mécanique. Le changement frappe précisément par son absence de mise en scène. Aucun slogan, aucune tribune internationale, seulement des performances observables. À mesure que les premières transactions sont validées sans quitter l'Afrique, une évidence s'impose. Contrôler le paiement, c'est commencer à influencer la décision. Cette prise de conscience ne s'annonce pas, elle s'accumule. Et c'est dans cette accumulation silencieuse que s'ouvre la suite de la séquence. Dans les premières semaines du déploiement, les visages les plus attentifs ne sont pas politiques, ce sont des opérateurs techniques
chargé de faire tenir le système sous contrainte réelle. À Abuja, un responsable de passerelle observe une compensation régionale validée sans quitter le continent. Pour lui, l'événement n'a rien de symbolique. C'est un test en conditions réelles, passé sans incident majeur, qui confirme la cohérence de l'architecture. Sur le corridor Lagos-Accra, une petite coopérative commerciale perçoit l'effet immédiat. Là où un règlement immobilisait la trésorerie pendant plusieurs jours, la confirmation arrive désormais en quelques secondes. Ce gain de temps modifie la gestion quotidienne bien plus sûrement qu'une réforme annoncée. Les stocks tournent plus vite, le risque diminue. La marge cesse de s'éroder dans l'attente. Ces micro-cas révèlent une dynamique classique des infrastructures. Elles agissent d'abord à la périphérie avant d'atteindre le centre. Chaque transaction réussie renforce un réseau encore jeune, dont la solidité dépend moins des discours que de la répétition des confirmations. Les banques centrales observent les flux, évaluent la synchronisation des couches techniques et surveillent les points de fragilité. La crédibilité se mesure ici à la continuité, non à l'intention. Dans cette phase initiale, la rapidité n'est pas l'argument décisif. L'enjeu réside dans le contrôle du cycle complet du paiement de l'émission à la compensation finale. Lorsque ce contrôle est assuré, même un acteur local perçoit l'émergence d'un équilibre nouveau. L'infrastructure cesse d'être abstraite, elle devient une pratique quotidienne. Et au fond, qu'est-ce que cela change? Une infrastructure fiable modifie les comportements avant les discours. Avant 2025, un paiement régional africain suivait un parcours presque immuable. La transaction quittait le continent, était convertie en devise extérieure, transitée par des infrastructures lointaines, puis revenait chargée de délais et de frais. Après juin 2025, une partie de ce schéma s'inverse. L'argent ne sort plus systématiquement d'Afrique. Cette bascule ne résulte pas d'un sommet politique, mais d'une accumulation de constats techniques. Le déclencheur apparaît dans une série de réunions discrètes à Abuja, Accra et Lagos. Des équipes comparent des délais, recalculent des coûts et isolent des dépendances devenues trop visibles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 5 jours d'attente constituent une norme coûteuse. Des frais proches de 30% amputent des marges déjà étroites. L'hypothèse d'une compensation locale cesse alors d'être théorique. Elle devient une option à tester. La phase d'activation commence par des pilotes limités. Des banques centrales acceptent d'assumer l'intermédiation complète sur des corridors ciblés. Les premières transactions sont surveillées en temps réel. Chaque confirmation valide un maillon. Chaque incident potentiel est disséqué. Le système avance par petites touches sans promesse publique. L'objectif est clair, prouver que la continuité peut tenir. Le point culminant survient le 27 juin 2025 à Abuja. 19 pays adoptent l'architecture commune. La scène reste sobre, presque technique. Pourtant, l'enjeu dépasse l'innovation. Pour la première fois depuis des décennies, un outil permet de régler des échanges régionaux sans passage obligé par des centres extérieurs. À distance, des dirigeants comme Ibrahim Traoré interprètent ce moment comme un jalon structurel. Non une rupture spectaculaire, mais la validation d'un choix opérationnel. Les répercussions suivent rapidement. En moins d'une semaine, des paiements tests sont compensés en quelques secondes. Des banques au Ghana, au Kenya, au Sénégal et en Égypte s'alignent sur le protocole. Les frais chutent sur certains corridors. La vitesse cesse d'être un privilège. Elle devient une base technique. L'onde de choc s'étend à l'automne 2025. À Nairobi, une plateforme complémentaire rejoint l'ensemble. Un pilote entre le Malawi et la Zambie confirme des règlements quasi instantanés pour des coûts nettement inférieurs aux standards passés. Deux réseaux commencent à s'emboîter.
Une épine dorsale financière se dessine, non par décret, mais par interopérabilité. Les gouvernements ajustent leur position. Le Kenya renforce sa banque de commerce et de développement. Le Ghana et le Nigeria font de la compensation en monnaie nationale une priorité. Les petites et moyennes entreprises testent puis adoptent. La trésorerie n'est plus capturée par l'attente. Les chaînes régionales deviennent viables. À l'extérieur, les réactions restent prudentes. Washington observe une réduction progressive de visibilité. Paris exprime une inquiétude mesurée. Les architectes africains répondent par les faits. Des serveurs, des registres, du code. La séquence se stabilise. Les volumes augmentent, les délais s'effondrent, l'événement devient processus. Avant le basculement, un paiement transfrontalier africain pouvait absorber jusqu'à 30% de sa valeur. Après la mise en œuvre, certains corridors passent sous le seuil des 3%. Cette variation ne relève pas d'un ajustement marginal, mais d'un changement d'échelle qui affecte directement la viabilité des échanges régionaux. Le premier indicateur concerne le coût de transaction. Dans l'architecture héritée, chaque règlement cumulait commissions de conversion, frais d'intermédiation et marges captées par des infrastructures extérieures. La compensation locale supprime progressivement ces couches. En clair, la valeur reste sur le continent, réduisant commissions et conversions externes superflues. La baisse n'est pas uniforme selon les corridors, mais elle devient visible là où les volumes sont réguliers. Pour des entreprises aux marges étroites, cet écart transforme une opération fragile en activité durable. Les banques centrales y voient un signal de crédibilité. Un réseau attire lorsqu'il réduit la friction de manière répétable. Le deuxième indicateur porte sur le temps de règlement. La norme antérieure reposait sur plusieurs jours ouvrables nécessaires à la sécurisation d'un paiement régional. La compensation quasi instantanée change la donne opérationnelle. En clair, la confirmation rapide élimine l'incertitude temporelle qui immobilisait la trésorerie. Cette compression du temps modifie la gestion des stocks et du risque. Moins d'attente signifie moins d'exposition aux variations de change et aux ruptures de liquidité. La vitesse cesse d'être un avantage concurrentiel pour devenir une condition de base intégrée aux routines quotidiennes. Un troisième indicateur synthétise l'ampleur du phénomène. Environ 5 milliards de dollars économisés par an à l'échelle continentale. En clair, des marges récupérées localement remplacent des frais auparavant captés par des intermédiaires étrangers. Ce montant agrégé n'est pas abstrait. Il correspond à des ressources réinjectées dans l'économie réelle, renforçant la capacité d'investissement et la résilience des petites structures. Pour les décideurs publics, il sert de repère stratégique permettant d'évaluer l'impact macroéconomique d'une infrastructure apparemment technique. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une dynamique de réseau. À mesure que les coûts diminuent et que les délais se contractent, l'adoption progresse. Les rapports des institutions impliquées signalent une hausse graduelle des volumes mensuels corrélée à la fiabilité observée. Les corridors historiques se stabilisent lorsque la conversion locale réduit la volatilité perçue. Au-delà des chiffres explicites, une métrique implicite émerge, la souveraineté des données. Les enregistrements demeurent sur des serveurs africains, modifiant le rapport entre visibilité et contrôle. Cette maîtrise réduit l'exposition aux règles d'autres juridictions et améliore la lecture directe des flux par les autorités monétaires. La gouvernance devient opérationnelle. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'importance de ces preuves tient à leur sobriété. Elles ne promettent pas un idéal, elles démontrent un fonctionnement réel. Un paiement réglé intégralement en Afrique agit comme un révélateur. Il montre que l'infrastructure ne sert plus seulement à réduire des coûts, mais à déplacer le centre de décision.
À ce stade, la question n'est plus la faisabilité, mais la portée de la bascule engagée. La première objection sérieuse concerne la fragilité structurelle des infrastructures. Selon cette lecture, des réseaux d'électrique instables et des interruptions de connectivité pourraient fragiliser un système de paiement encore jeune. Les sceptiques soulignent l'hétérogénéité des capacités opérationnelles entre banques centrales. Dans ce scénario, un incident local risquerait de ralentir l'ensemble du réseau, compromettant la continuité promise et exposant les utilisateurs à des retards imprévus. La seconde objection relève de la géopolitique financière. Réduire la visibilité extérieure sur certains flux monétaires serait, pour des observateurs occidentaux, synonyme de fragmentation. À Washington, des responsables évoquent un affaiblissement des mécanismes de régulation globale. À Paris, d'autres y voient un recul d'influence historique dans des zones longtemps structurées par des corridors et héritées. Cette méfiance alimente l'hypothèse de pressions indirectes, susceptibles de freiner la montée en charge du système. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Elles pointent des vulnérabilités réelles, techniques et politiques, auxquelles tout réseau émerge est exposé. Les ignorer reviendrait à surestimer la portée immédiate de la bascule et à confondre démonstration initiale et stabilité durable. La réponse la plus solide se trouve toutefois dans les performances observées. Des transactions auparavant bloquées plusieurs jours sont désormais compensées en quelques secondes sur des corridors testés sans recourir à des infrastructures extérieures. Les coûts, autrefois élevés, chutent nettement là où la compensation locale est opérationnelle. Ces résultats ne nient pas les risques, ils établissent une base de confiance mesurable. La résilience ne se décrète pas, elle se construit par répétition. Chaque confirmation réussie ajoute une couche de crédibilité qui réduit l'impact des pressions théoriques. En pratique, le débat se déplace. Il ne porte plus sur la possibilité technique, mais sur la capacité à renforcer progressivement l'infrastructure, à synchroniser les couches et à gérer les incidents sans rupture systémique. À mi-parcours, un paiement transfrontalier réglé intégralement en Afrique devient un fait, non une projection. Ce geste modeste agit comme un test grandeur nature. Il prouve qu'un système conçu hors des centres traditionnels peut fonctionner sous contraintes réelles. La question qui s'impose désormais n'est pas celle du risque absolu, mais celle du rythme d'extension et de la cohérence à long terme. Le centre de gravité a bougé. Jusqu'ici, la question portait sur la faisabilité technique et la réduction des coûts. Désormais, l'enjeu devient structurel. Un système qui fonctionne en conditions réelles commence à modifier les comportements sans déclaration officielle. Les ingénieurs n'explorent plus des hypothèses, ils ajustent des paramètres. Les banques centrales ne se demandent plus si la compensation locale est viable, mais comment absorber la montée en charge sans créer de fragilité nouvelle. Cette bascule intermédiaire transforme la nature du débat. Les entreprises cessent de comparer des options et intègrent les règlements locaux dans leur routine. Les discussions se déplacent du peut-on vers le jusqu'où. La technique cesse d'être un projet pour devenir un environnement opérationnel. Chaque confirmation réussie ajoute une couche de normalité. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette étape est décisive. Elle montre qu'une autonomie partielle n'est plus un objectif abstrait, mais un état fonctionnel. Elle n'abolit pas les contraintes extérieures, mais en réduit l'automaticité. Le pouvoir ne disparaît pas ailleurs. Il se redistribue progressivement, transaction après transaction. À partir de ce point médian, chaque paiement n'est plus seulement un échange économique. Il devient un signal accumulé. La question ouverte au départ change alors de forme. Si le centre s'est déjà déplacé, quelles conséquences concrètes vont maintenant se manifester pour les acteurs concernés?
Les effets du nouveau système cessent d'être abstraits lorsqu'on observe leurs retombées différenciées. Une même infrastructure financière produit des impacts distincts selon les acteurs, révélant comment la maîtrise du paiement peut remodeler des pratiques quotidiennes et des équilibres plus larges. Pour les États et institutions publiques, l'impact le plus immédiat concerne la visibilité monétaire. Les banques centrales accèdent à des flux en temps réel sans dépendre de serveurs extérieurs. Cette lecture directe améliore la gestion des réserves et la planification budgétaire, car une part significative de la valeur n'est plus absorbée par des frais externes. La souveraineté cesse d'être déclarative, elle devient mesurable, transaction après transaction. Les administrations constatent aussi une réduction des frictions administratives, ce qui renforce la cohérence des politiques économiques régionales et la coordination entre autorités monétaires. Pour les entreprises et le commerce, le changement est d'abord temporel. Un capital auparavant immobilisé pendant plusieurs jours circule désormais presque instantanément. Cette fluidité réduit l'exposition aux variations de change et améliore la gestion de trésorerie. Les petites et moyennes entreprises, longtemps dissuadées par des coûts élevés, accèdent au commerce transfrontalier avec des frais nettement inférieurs aux standards passés. Des chaînes d'approvisionnement intra-africaines deviennent viables là où elles étaient jugées trop risquées. La compétitivité se déplace vers la capacité à produire et livrer plutôt qu'à absorber des délais. Pour les citoyens, coopératives et acteurs locaux, les effets sont plus discrets mais tout aussi structurants. Les réseaux agricoles et commerciaux de proximité testent les règlements rapides et observent une stabilisation des revenus. Moins d'attentes signifie moins d'incertitudes quotidiennes. Chaque confirmation de paiement agit comme un micro-signal de confiance. La valeur reste dans l'économie locale, soutenant des circuits courts et renforçant l'emploi. À l'échelle individuelle, la perception du risque se modifie, favorisant l'initiative et l'investissement modeste mais répété. Sur le plan régional et géopolitique, les conséquences dépassent le continent. Washington perçoit une réduction progressive de sa visibilité financière sur certains flux africains. Paris observe un recul d'influence historique dans des zones autrefois structurées par des corridors hérités. Dans le Sud global, plusieurs gouvernements analysent ce modèle comme une alternative crédible à des dépendances anciennes. Le mouvement ne s'apparente pas à une confrontation frontale, mais à un rééquilibrage durable des rapports de force, opéré par l'infrastructure plutôt que par le discours. À l'intersection de ces quatre dimensions, une ligne directrice se dégage. Un système capable de retenir la valeur transforme la manière dont un continent s'inscrit dans le monde. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, ces conséquences concrètes valident une intuition ancienne. La technique peut porter la souveraineté sans mise en scène excessive. Chaque paiement réglé localement devient une preuve cumulative. À ce stade, l'autonomie n'est plus une hypothèse. Elle s'observe dans les décisions, les comptes et les routines. À court et moyen terme, l'évolution du système ne suit pas une trajectoire unique. Elle dépend de conditions cumulatives, techniques et institutionnelles qui orientent différemment la suite. Trois scénarios permettent d'éclairer ces possibles sans les figer. Le scénario de base repose sur une consolidation progressive. Si les banques centrales maintiennent la synchronisation des couches techniques, alors les flux transfrontaliers restent stables et prévisibles. Si les entreprises adoptent les règlements locaux pour leurs opérations récurrentes, alors les volumes mensuels augmentent sans à-coups. Dans cette configuration, les coûts poursuivent une baisse graduelle et la confiance s'installe par l'usage. L'infrastructure devient une norme de fait.
le changement est discret mais cumulatif, porté par l'habitude plutôt que par l'annonce. Le scénario optimiste correspond à une accélération régionale. Si de nouveaux pays rejoignent rapidement le réseau et si l'interopérabilité entre plateformes s'approfondit, alors la densité des flux peut franchir un seuil critique. Dans ce cas, des chaînes d'approvisionnement intra-africaines se structurent encore plus vite que prévu. La liquidité locale s'améliore sensiblement. Les entreprises ajustent leur modèle autour de règlements quasi instantanés. Ce scénario transforme l'infrastructure en colonne vertébrale de l'intégration économique régionale, avec des effets visibles sur l'investissement, la compétitivité et la résilience. Le scénario contraint combine pression et fragilité. Si des tensions géopolitiques s'intensifient ou si des interruptions techniques prolongées surviennent, alors la montée en charge peut ralentir. Des pressions indirectes pourraient chercher à maintenir des dépendances existantes. Si la continuité de service est affectée sur certains corridors, alors la confiance des utilisateurs peut s'éroder temporairement. Ce scénario n'implique pas un échec, mais rappelle qu'un système émergent reste exposé à des chocs internes et externes. Ces trajectoires ne sont ni exclusives ni définitives. Elles peuvent coexister selon les régions et évoluer dans le temps. Une recommandation de méthode s'impose toutefois. Observer les usages réels plutôt que les annonces. Si les volumes, la régularité et la fiabilité progressent, alors l'autonomie se consolide. Si ces indicateurs stagnent, alors des ajustements deviennent nécessaires. La clé n'est pas de prédire l'issue, mais de suivre les signaux opérationnels qui indiquent dans quelle direction le système s'engage. Pour ceux qui observent cette transformation depuis l'extérieur, les effets peuvent sembler lointains ou abstraits. Ils prennent pourtant une signification différente selon la position occupée, révélant comment une même infrastructure modifie des attentes et des comportements distincts. Un premier public concerne les analystes et observateurs de la stabilité économique. Ils perçoivent dans ces évolutions une reconfiguration progressive des dépendances financières. L'accès à des flux plus réguliers et plus rapides offre de nouveaux points de mesure, moins filtrés par des intermédiaires extérieurs. Une recommandation simple émerge: suivre les volumes effectifs et la continuité des règlements plutôt que les discours officiels. La stabilité se lie dans la répétition, pas dans l'annonce. Un second public rassemble les acteurs du paiement au quotidien. Entrepreneurs, commerçants et opérateurs locaux ressentent l'impact dans la gestion du temps et du risque. Un paiement confirmé en quelques secondes libère une marge de manœuvre immédiate. Des coûts réduits permettent de réinvestir, même modestement. Un conseil pragmatique s'impose: tester progressivement les corridors les plus fiables avant d'élargir l'usage. L'adaptation graduelle limite l'exposition aux incidents et renforce la confiance opérationnelle. Un troisième public interroge le sens politique du changement. Citoyens engagés et observateurs institutionnels voient dans cette bascule un signe tangible d'autonomie retrouvée. La souveraineté ne se limite plus aux déclarations. Elle s'incarne dans la capacité à déplacer la valeur sans dépendre de circuits imposés. Cette lecture nourrit un débat plus large sur l'indépendance réelle et sa traduction dans la vie quotidienne. À travers ces trois regards, une même leçon se dessine. Une infrastructure ne transforme pas tout le monde de la même façon, mais elle modifie les repères communs. Comprendre cette diversité d'impact permet au spectateur de situer sa propre place dans le changement en cours et d'en saisir la portée au-delà des chiffres. La transition observée ne peut se maintenir sans une méthode explicite. Passer d'une performance technique initiale à une stabilité durable suppose une séquence d'actions coordonnées, où chaque étape répond à une vulnérabilité précise et mesurable. La première étape consiste à harmoniser
Le cadre institutionnel. Les banques centrales doivent aligner leurs protocoles de règlement et de compensation, synchroniser les couches techniques et définir des standards communs. Le progrès se mesure par la régularité des confirmations et la diminution des incidents. Sans cette base partagée, la montée en charge reste fragile. La deuxième étape vise à renforcer la résilience technique. Les autorités nationales sécurisent les réseaux électriques, les passerelles de connectivité et les systèmes de secours. Des plans de continuité sont formalisés pour absorber des perturbations locales sans effet systémique. Le critère d'évaluation est simple: la capacité du réseau à fonctionner malgré des chocs ponctuels. La troisième étape repose sur l'adoption progressive par les entreprises. Les acteurs privés intègrent les règlements locaux dans leur routine financière en commençant par les corridors les plus stables. Le succès se lit dans l'augmentation régulière des volumes effectivement transférés. Lorsque l'usage devient quotidien, l'infrastructure cesse d'être optionnelle. La quatrième étape concerne la stabilisation politique et le récit public. Les gouvernements clarifient leurs objectifs et maintiennent une ligne cohérente. Réduire la dépendance sans opposer des blocs. La continuité des engagements devient l'indicateur clé. Dans cette phase, des figures comme Ibrahim Traoré jouent un rôle de stabilisation symbolique en reliant l'infrastructure à une vision de long terme fondée sur des résultats observables. Cette feuille de route ne promet pas une transformation instantanée. Elle propose une discipline. Chaque étape consolide la précédente. Ensemble, elles transforment une réussite technique en un socle durable, capable de résister au temps et aux pressions extérieures. Dans les couloirs techniques évoqués plus tôt, les écrans continuent d'afficher des confirmations rapides, presque banales en apparence. Pourtant, ce sont ces signaux discrets qui ont porté le changement. Une transaction validée sans détour extérieur, une attente effacée, une marge préservée. Les mêmes scènes se répètent jour après jour jusqu'à former une nouvelle normalité opérationnelle. Le motif initial revient alors avec netteté. Une infrastructure agit d'abord dans les marges avant de redessiner le centre. Les coopératives locales, qui constataient un simple gain de temps, perçoivent désormais une stabilité nouvelle. Les opérateurs techniques qui surveillaient des tests observent intervenir des flux réguliers. La confiance ne s'est pas imposée par décret, elle s'est accumulée par l'usage. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette trajectoire donne un sens particulier à la notion de souveraineté. Elle ne s'exprime pas dans un geste spectaculaire, mais dans la répétition de décisions rendues possibles. Chaque paiement réglé localement devient une preuve silencieuse qu'un autre fonctionnement peut tenir dans la durée. L'émotion ne vient pas d'un basculement brutal, mais d'une prise de conscience progressive. Lorsque l'argent circule autrement, l'imaginaire collectif se déplace aussi. La valeur n'est plus seulement comptée, elle est retenue. Le temps n'est plus subi, il est maîtrisé. Une phrase résume ce parcours: la souveraineté commence dans les gestes ordinaires. À ce stade, la transformation observée dépasse largement une réforme technique. Elle touche à la manière dont une société se projette, dont elle interprète la valeur, le temps et la dépendance. Un réseau de paiement n'est jamais neutre. Il traduit une vision implicite de ce qui compte et de qui décide. Suivre cette évolution n'est pas réservé aux spécialistes. Elle concerne tous ceux qui s'interrogent sur la place d'un continent dans un système longtemps structuré ailleurs. Observer les usages réels, les ajustements et les résistances permet de dépasser les récits simplificateurs. La réalité se lit dans les détails répétés, pas dans les proclamations. Pour des figures publiques comme Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de convaincre par des discours, mais de s'inscrire dans une dynamique déjà engagée. Le symbole n'existe que s'il repose sur des pratiques
qui tiennent dans le temps. C'est là que l'attention collective devient utile, non comme jugement immédiat, mais comme veille critique. La suite dépendra moins d'annonces que de vigilance partagée. Regardez comment ces outils évoluent, comment ils sont adoptés ou contestés, aide à comprendre le sens profond du changement. Alors, comment interpréter ce tournant? S'agit-il d'un rééquilibrage durable en construction ou d'une phase encore fragile appelée à être redéfinie?